En Afrique du Sud, l'ANC n'est pas parvenue ce lundi à trancher le sort du président Jacob Zuma, une situation qui fait dire à Julius Malema, le chef du parti de gauche radicale, que l'ANC échange un homme corrompu contre un autre. En Guinée, 2 jeunes hommes ont été tués ce lundi. C'était dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre en lien avec les protestations liées aux résultats des élections locales du 4 février. En Éthiopie, on pense à lutter contre les affres des sécheresses à répétition et ce, en construisant des cabanes, comme ici en bas d'une piste sablonneuse, pour en atténuer les effets dramatiques. Merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle session de l'information sur SICA. À toutes et à tous, bonsoir. En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, le parti au pouvoir, a décidé ce mardi d'exiger le départ du président Jacob Zuma. Ce rappel intervient alors que jusqu'à présent, le président Zuma a refusé de démissionner malgré les injonctions de son parti. À l'issue d'une réunion marathon à huis clos de 13 heures tenue à Pretoria, le comité national exécutif du Congrès national africain a choisi de rappeler le président Jacob Zuma de son poste de chef de l'État. Ceci, malgré que ce dernier a jusqu'à présent refusé de démissionner, malgré les injonctions de son parti. Selon la presse locale, l'ANC a donné 48 heures au président Zuma pour démissionner et entend lui adresser une lettre lui ordonnant de céder le pouvoir. Ainsi donc, la demande de Jacob Zuma de conserver son poste encore quelques mois a été rejetée. En effet, la direction de l'ANC a le pouvoir de rappeler tous ses membres délégués à une fonction gouvernementale comme elle l'avait fait en 2008 pour le président Thabo Mbeki qui avait obtempéré et accepté de démissionner. Cependant, le chef de l'État n'est pas obligé d'accepter cette décision. Auquel cas, l'ANC peut présenter devant l'Assemblée nationale une motion de défiance. Ce texte peut être adopté à la majorité absolue et contraindrait Jacob Zuma à partir. Rappelons que le deuxième mandat de Jacob Zuma s'achève normalement à l'issue des élections générales prévues en 2019. Toujours en Afrique du Sud, l'ANC n'est pas encore parvenue à trancher le sort du président Jacob Zuma. Une situation qui fait dire à Julius Malema, le chef du parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique, que l'ANC échange un homme corrompu contre un autre. Imaginez ça. Le chef du gouvernement de gauche radicale, les combattants pour la liberté économique, a la dent dure contre l'ANC et les tractations en cours pour un éventuel départ anticipé du président Jacob Zuma. Un départ qui profiterait à Cyril Ramaphosa, le nouveau chef de l'ANC, mais qui, selon Julius Malema, ne constituerait pas une transition pour l'Afrique du Sud. Ils veulent que Zuma parte parce que c'est au tour du groupe de Cyril Ramaphosa de s'enrichir. Et ils appellent ça une transition. Transition de quoi? Cela ne peut pas être une transition. Ce n'en est pas une. C'est abuser du concept. Pour l'opposant Julius Malema, le départ de Jacob Zuma représenterait simplement un échange de place. C'est un changement de faction, un échange de place. Au lieu d'appeler ça une transition, nous devons appeler ça un échange. Ce n'est pas une transition. Ceci est un échange d'un homme corrompu contre un autre. En Guinée, 2 jeunes hommes ont été tués ce lundi. C'était dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre où se combinaient des protestations liées aux résultats des élections locales du 4 février dernier et à la reprise d'une grève des enseignants. Les détails. Encore des violences et des victimes en Guinée. En effet, 2 jeunes gens ont été tués ce lundi lors d'une descente des forces de l'ordre dans un quartier réputé favorable à l'opposition. Les violences ont également fait plusieurs blessés. Dans un communiqué, le gouvernement a précisé que l'une des victimes est décédée des suites d'une blessure par balle, alors que la deuxième a été victime d'un accident de la circulation dans des circonstances qui restent à déterminer. Ces malheureux événements interviennent pendant que des syndicalistes dissidents ont lancé une nouvelle grève qui a entraîné des perturbations dans le système éducatif. Ces troubles viennent aussi s'ajouter aux manifestations de jeunes à Conakry depuis les élections locales pour exiger la vérité des urnes, l'opposition ayant mis en garde le pouvoir contre la tentation d'une fraude massive.
La semaine dernière, les violences post-électorales avaient déjà fait 7 morts, dont 4 mineurs. Ce lundi, la Commission électorale nationale indépendante a indiqué avoir proclamé les résultats de quelques 150 communes, et ce, après avoir publié le 9 février dernier de premiers résultats très partiels, portant sur 18 des 342 communes. Et selon ces résultats partiels, le parti du président Alpha Condé était au coude à coude avec celui du chef de l'opposition, l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo. Pendant ce temps, les États-Unis ont affirmé ce lundi leur opposition à un système électronique de vote pour la triple élection du 23 décembre en République démocratique du Congo. Et ce, alors que 7 membres du Conseil de sécurité pressent le président Joseph Kabila Kabange d'annoncer qu'il ne sera pas candidat. Plus de précisions à travers cet élément. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, les Pays-Bas et la Suède ont dans un communiqué commun souligné que l'engagement public du président Joseph Kabila à ne pas chercher un 3e mandat ou un changement de la Constitution est crucial pour la confiance dans le processus électoral. Un peu plus tôt, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, avait lors de cette réunion informelle sur le processus électoral en République démocratique du Congo, souligné qu'ils ne peuvent pas permettre un nouveau report des élections et que le président Kabila ne peut pas briguer un nouveau mandat car la Constitution ne le permet pas. Venu à New York pour participer à cette réunion, le président de la commission électorale indépendante, Corneille Nangaa, a rappelé que plus de 45 millions d'électeurs avaient été recensés pour la triple élection, déjà reportée plusieurs fois. Et selon lui, grâce au recours à la machine à voter, le coût des scrutins a pu être réduit de 754 millions de dollars à environ 432 millions. Lors du débat, la Côte d'Ivoire a mis en garde contre le risque d'élections mal préparées, tandis que les Pays-Bas indiquaient respecter la décision de la CENI de recourir à un système électronique, et ce, tout en lui demandant de tester rigoureusement le matériel avant les scrutins. Par ailleurs, le parti historique de l'opposition congolaise a appelé ce lundi à une mobilisation massive pour une marche des catholiques. Laquelle marche est prévue le 25 février prochain à Kinshasa contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. En Égypte, 14 organisations de défense des droits de l'homme ont qualifié l'élection présidentielle de fin mars de ni libre ni équitable. C'est en tout cas ce qu'a annoncé dans un communiqué ce mardi Human Rights Watch. Des organisations régionales comme le Cairo Institute for Human Rights Watch Studies ou internationales comme Human Rights Watch ou Reporters sans frontières ont, dans un communiqué rendu public ce mardi, estimé que le gouvernement égyptien a piétiné les conditions minimales pour que des élections libres et équitables aient lieu les 26 et 28 mars prochains. Selon ce communiqué, le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi ne cesse d'étouffer les libertés fondamentales. Il a également arrêté des candidats potentiels et effectué des rafles parmi leurs partisans. Les signataires de ce communiqué dénoncent aussi l'absence de droit des individus à la participation politique et à la liberté d'expression, d'association et de rassemblement pacifique et les emprisonnements d'opposants ou de candidats potentiels. Selon eux, les alliés de l'Égypte devraient aujourd'hui dénoncer publiquement la mascarade que sont ces élections. Le test vise notamment les États-Unis, l'Union européenne et les États européens accusés de fournir des aides financières sans demander de compte sur les droits humains. Dans ces conditions, plusieurs partis d'opposition ont appelé fin janvier au boycott de l'élection présidentielle en Égypte. Les États-Unis ont donc plus ou moins réagi. Le secrétaire d'État américain a débuté une tournée au Moyen-Orient par une rencontre au Caire. En cette première étape de son périple, Rex Tillerson a rencontré son homologue égyptien Sameh Choukri avant un entretien avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Images et son. Démarrée dimanche soir par la capitale égyptienne, la tournée du secrétaire d'État américain au Moyen-Orient lui a permis d'avoir une rencontre avec son homologue égyptien. Les deux personnalités ont eu une réunion à huis clos avant de donner une brève conférence de presse. Nous avons convenu que nous allons poursuivre notre coopération étroite sur les mesures antiterroristes, y compris notre engagement commun à l'égard de la défaite du groupe État islamique. L'Égypte a été un membre très important de la coalition pour vaincre l'EI depuis le début. L'Égypte fait face aux menaces de l'État islamique elle-même et les traite actuellement dans le Sinaï. Autre préoccupation abordée, la question de l'élection présidentielle prévue fin mars.
Nous avons toujours soutenu des élections libres et justes, pas seulement en Égypte, mais dans n'importe quel autre pays. Tous les citoyens doivent avoir le droit et l'opportunité de participer à des élections de manière libre et juste. Le secrétaire d'État américain et son homologue égyptien ont aussi discuté de la Syrie et de la façon dont ils peuvent travailler ensemble pour renforcer le processus politique mené par les Nations Unies à Genève. Je l'annonçais en titre, on essaie d'atténuer les effets des affres de la nature en Éthiopie. En bas d'une piste sablonneuse s'étendent quelques cabanes à moitié construites. Le gouvernement ainsi que les ONG espèrent qu'elles permettront d'atténuer les effets dramatiques des sécheresses à répétition. Reportage. Si les prévisions sont correctes, l'Éthiopie fera bientôt face à sa 4e année consécutive de sécheresse et les éleveurs nomades sont les plus sévèrement touchés. Mais l'intervention du gouvernement et des ONG étrangères a permis d'éviter la répétition des famines des années 1970 et 1980 qui avaient tué des centaines de milliers de personnes. Le futur village de Daba Fayed, dans le sud-est du pays, doit permettre de loger plus d'une centaine d'éleveurs jusque-là nomades et laissés dans le dénuement par l'absence de pluie. Ces problèmes liés au changement climatique sont susceptibles d'affecter d'autres régions et si nous pouvons trouver de nouvelles solutions, en particulier dans les terres arides, pour y faire face, ce sera une bonne chose, non seulement pour les populations de la Somalie, de l'Éthiopie, mais aussi pour l'Afrique de l'Est, au sens large, la région de la Corne de l'Afrique et pour le reste du monde. In responding to the immediate needs of people, we are also trying to see how do we invest in En répondant aux besoins immédiats des gens, nous essayons aussi de voir comment investir dans une voie de développement qui ne les ramène pas à ce qu'ils étaient avant. Sinon, nous condamnons sans cesse les gens aux mêmes crises. Si vous regardez autour de vous, c'est une région qui connaît maintenant la sécheresse depuis des années et l'Éthiopie a beaucoup appris au fil des ans. Et avec l'ONU et de nombreux autres partenaires, elle a parcouru un chemin douloureux en essayant de comprendre comment nous construisons des communautés plus résilientes pour ne pas avoir à dépenser beaucoup d'argent dans des situations d'urgence que nous ne pouvons pas dépenser pour le développement. Nous sommes touchés par la sécheresse qui a tué tout notre bétail et toute notre récolte. Nous bénéficions maintenant d'une aide humanitaire, alimentaire et nutritionnelle. L'Éthiopie est sujette à la sécheresse, mais la région Somalie a été particulièrement affectée ces dernières années. Cette situation a forcé les organisations humanitaires à demander en 2017 $1,4 milliard, soit 1,1 milliard d'euros. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.